Depuis combien de temps couches-tu avec lui, demandai-je tandis que le chaos tourbillonnait autour de nous. Margot me fixa, tendue, comme une chatte acculée dans une ruelle. Ses yeux papillonnaient nerveusement. Son regard errait sans but. « Pourquoi as-tu frappé cet homme » s'écria-t-elle. Elle avait besoin de se faire entendre par-dessus le brouhaha des gens qui nous encerclaient, inquiets, de regarder l'homme prostré sur le sol et moi, l'homme qui l'avait terrassé parce qu'il avait avoué avoir couché avec toi. Je n'ai pas jugé nécessaire de le laisser partir impuni. Mais il ne t'a pas adressé un seul mot, soupirai-je. Il semblait que nous devions décortiquer chaque accusation pour déterrer la vérité. Je pris sa main et la guidai sur le balcon. La vue de la ville était captivante, mais mon attention restait rivée sur autre chose. Johnny, qu'est-ce que tout cela signifie? Tu t'es levé comme ça et tu as agressé Frédéric sans raison apparente. Bon sang, pourquoi ne peut-elle pas reconnaître que je possède suffisamment d'intelligence pour comprendre la communication non verbale, et pas seulement les mots prononcés? Ce n'était pas sans justification. Je ne suis pas une espèce de fou qui se balade en agressant des inconnus sans provocation. Je t'ai dit que je l'ai frappé parce qu'il t'a prise, ma femme infidèle. Elle actionna le robinet des larmes, sanglotant de manière incontrôlable. Comment peux-tu dire une chose pareille? Comment oses-tu? Je n'ai jamais... Je l'interrompis. Si, tu l'as fait, et me baratiner maintenant n'arrangera rien. Alors pourquoi ne pas tout déballer, et, avec un peu de chance, ne pas se sentir encore plus misérable à cause de ce maelstrom d'immondice dans lequel tu m'as entraîné? Pourquoi parles-tu de cette façon? J'ai toujours été complètement honnête et sincère avec toi. Cesse, hurlai-je. Je sais que tu m'es infidèle depuis plusieurs semaines. Je ne savais tout simplement pas avec qui. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce que ce maudit vaurien me l'avoue. Mais il n'a pas prononcé un mot. Il ne l'a pas articulé, mais son comportement était tel que tout était transparent et parfaitement clair. Je ne comprends pas, se lamenta-t-elle. De toute façon, il allait falloir patienter jusqu'à l'arrivée des secours, la police, l'ambulance, et peut-être même les pompiers, voire l'armée. Tout dépendait de qui avait été appelé, alors autant régler cette affaire. Je lui ordonnai de rester sur place, insufflant suffisamment de sévérité dans ma voix pour m'assurer de son obéissance, et aller nous chercher des verres à notre table ainsi que cet exquis petit étui à cigares, qui disposait d'un coupe-cigare et d'un briquet intégré, dans la veste que j'avais drapée sur le dossier de la chaise. J'avais chéri cet étui autant que son contenu depuis que Margot me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière, peu après sa promotion au poste de chef de service. J'avais réciproquement acheté pour elle un magnifique pendentif orné de saphir et d'émeraude. Nous adorions échanger des cadeaux que nous avions méticuleusement et péniblement recherchés. À mon retour, elle s'était assise sur l'une des chaises en fil de fer disposées sur le balcon de l'hôtel, qui s'étendait le long de la salle de conférence réservée par sa société pour la cérémonie de remise des prix de la soirée. Alors que j'extrayais une autre de ses merveilles et m'asseyais à côté d'elle, elle tenta de commencer, « Johnny, Je levai un doigt pour lui signaler d'attendre. Puis, j'extirpai un cigare, le coupai et l'allumai. Une fois qu'il incandesquait magnifiquement, je me tournai vers elle. « Tu as des relations extra-conjugales depuis 3 semaines. Peut-être plus. Peut-être bien plus longtemps. Tu croyais le cacher, mais ce n'était pas le cas. Tes anecdotes t'ont trahi. » Elle me regarda avec incrédulité. « Que veux-tu dire par mes anecdotes? À quoi fais-tu allusion? » J'esquissai un sourire amer. « Les histoires que toi et tes amis racontaient quand nous nous réunissons tous. Nous étions encore relativement jeunes, mariés depuis 6 ans, et nous avions Bethany, notre fille de 3 ans. Nous avions de nombreux amis qui nous ressemblaient beaucoup, des yuppies. Je suppose que cela constitue la description la plus précise de nous, bien que je répugne à me considérer comme l'un d'eux. Par conséquent, chaque week-end, nous nous retrouvions tous chez l'un de nos amis où nous aventurions à un lac ou dans un parc pour un barbecue et quelques boissons. Et, par la progression naturelle des événements, qui se produit invariablement lors de tels rassemblements, les hommes se regroupaient progressivement d'un côté, et les femmes de l'autre. Chaque groupe divertissait les autres membres avec des récits concernant leurs partenaires. Les hommes conversaient principalement de leur vie personnelle, des dialogues qu'ils avaient partagés avec leurs femmes, des décisions qu'ils avaient prises, des projets de vacances à venir, ou des endroits qu'ils avaient découverts et que leurs enfants pourraient apprécier. Par la suite, la discussion passait aux affaires, à la politique et, bien sûr, au sport, avec des incursions occasionnelles dans des réminiscences nostalgiques,
chaque homme s'efforçant de rendre son récit plus captivant ou amusant que celui de l'orateur précédent. Nous avions tous un sens de l'humour raisonnablement développé, et des éclats de rire émanaient régulièrement du groupe d'hommes. Les femmes avaient des comportements similaires, bien que leur conversation semblait se dérouler à un niveau plus fondamental que les nôtres. Il n'y avait pas de règles codifiées, ni même de décisions conscientes quant au moment et à la manière dont les groupes se formaient, et les individus se promenaient constamment pour converser avec quelqu'un de l'autre groupe afin de rappeler à un partenaire une pensée qu'il venait d'avoir, de diffuser un potin fraîchement acquis qui était trop délicieux pour être différé jusqu'au trajet en voiture, ou simplement pour une étreinte ou une poignée de main. C'est simplement ainsi que les individus se comportent invariablement lorsqu'ils se réunissent. Le point essentiel est que je traînais souvent près du groupe de femmes, suffisamment pour m'assurer que leur sujet tournait généralement autour de leur mari, de leurs enfants, de leur maison, ou de quelque chose qu'elles avaient récemment acquis. En effet, c'étaient aussi les mêmes sujets que les hommes abordaient, entre autres, mais le ton était complètement différent. Les femmes de notre cercle d'amis commençaient par bavarder de manière désinvolte sur les événements de leur vie, ce qui se transformait progressivement en discussion sur les actions de leur mari, puis évoluait encore davantage vers des lamentations sur les méfaits de leur mari. En matière de transgression conjugale, c'était invariablement le sujet préféré, surpassant même le comportement déplorable, le manque de rangement ou les habitudes alimentaires de leurs enfants, comme la plus grande source d'amusement. Cela commençait invariablement légèrement, avec des accents subtils ici et là lorsqu'elle racontait quelque chose qu'un mari avait fait, ce qui suscitait une grande hilarité parmi elles. Ensuite, cela se métamorphosait rapidement en une compétition pour révéler à quel point leur mari était affreux et à quel point ils avaient tout gâché de manière flagrante. Chaque récit était ponctué de rires stridents à cause d'un commentaire acerbe que l'une d'entre elles avait lancé, et l'atmosphère semblait devenir encore plus désagréable à mesure que chaque nouvelle conteuse prenait son tour. Heureusement que les enfants étaient là, car ils interrompaient généralement les bavardages venimeux. Les enfants se plaignaient les uns des autres, pleuraient à cause d'une chute ou d'une égratignure, ou pleurnichaient pour se nourrir. En effet, je ne me plains pas des enfants. Ils se comportaient simplement comme tous les enfants le font. Maintenant, je reconnais que ce n'est pas rare quand les femmes se réunissent. En effet, je soupçonne même qu'un bon nombre de maris sont de parfaits imbéciles qui ne méritent pas les femmes qu'ils ont. Par conséquent, ces conversations servent de moyen pour les femmes de relâcher la tension et d'exprimer des émotions d'une manière passive-agressive qu'elles peuvent écarter comme étant simplement une plaisanterie. Cependant, la première fois que j'ai entendu une telle conversation prendre de l'ampleur, cela m'a pris au dépourvu. J'étais dans la cuisine en train d'inspecter la marinade sur les steaks et les côtelettes, et je pouvais entendre les femmes converser dans le salon. Un éclat de rire a éclaté, suscitant un sourire sur mon visage, et j'ai commencé à écouter consciemment. Mais se lamentait sur Tom qui, selon elle, s'efforçait invariablement de marquer un panier à 3 points en lançant ses chaussettes dans le panier à linge depuis son côté du lit. Il essaie même de faire des tours, les faisant tournoyer dans l'air comme s'il y avait une sorte de public qui l'observait et l'encourageait. En effet, au moins il essaie d'atteindre le panier, gémit Annie. Greg se contente de les jeter par terre, comme si le simple fait de les enlever les faisait cesser d'exister. Elles ne réapparaissent que lorsque je suis obligé de les récupérer pour faire la lessive. Je ne m'oppose même pas à cela, interrompit Freddy. Ce à quoi je m'oppose, ce sont les traces de frein sur les sous-vêtements et le fait que Vern parvient invariablement à retourner son caleçon à l'envers lorsqu'il l'enlève, et je dois le remettre à l'endroit pour le laver. Je ne veux même pas les regarder, mais je suis toujours obligé de les retourner avec mes propres mains. Pouah. Pouvez-vous croire ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire discrètement du pauvre Vern et de ses habitudes négligentes dans la salle de bain. Il essayait invariablement d'agir en macho, et c'est alors que Georgina s'est jointe à la conversation. Pet enroule ses sous-vêtements s'il y a des traces de frein dessus, puis il les fourre dans ses chaussettes, donc je dois les retirer à nouveau pour les laver. Ce sont les sous-vêtements des mignons, demanda Reggie. Oh, maintenant il en a aussi de nouveaux avec les Avengers, répondit Georgina. Avec Iron Man. Freddy gloussa. En fait, je crois que c'est la version masculine d'Elastigirl, dit Georgina avec un visage impassible. Les rires du groupe étaient presque assourdissants. Waouh. Elle venait de jeter Pet directement dans la benne à ordures de l'opinion féminine avec ce commentaire. Et elles sont devenues encore plus acerbes au fur et à mesure que la conversation progressait. Tout, depuis les soi-disant nouilles molles de Pet jusqu'au flirt maladroit de Stan avec les femmes, en passant par le ventre rond de Tom, qui, de l'avis général, exigeait soit un corset, soit, encore plus approprié, un bustier, était mis en pièces pour leur amusement. Chaque mari dont la femme faisait partie de ce groupe a essuyé plus d'un coup dur au cours de cette conversation et, honnêtement,
je n'avais jamais perçu Tom comme étant en surpoids. Cela m'a véritablement choqué. Je supposais que ces femmes étaient heureuses d'être mariées à leurs hommes, et pourtant, les voilà, participant à une compétition tacite pour dépeindre leurs maris comme les hommes les plus déplorables de tout le cercle d'amis. Bien sûr, il y avait des rires à profusion, mais cela semblait, au minimum, déloyal, et au pire, carrément moqueur. Comment pouvaient-elles rentrer tranquillement chez elles avec leur mari après avoir parlé et pensé de cette manière, même si elles ne le pensaient pas sincèrement? Bon sang, c'était cruel. À tout le moins, il existait un manque flagrant de respect envers leur conjoint. Heureusement, Margot n'avait jamais participé à ces discussions, se contentant de les reconnaître en passant d'un signe de la main et d'un sourire chaque fois qu'on l'invitait à se joindre à elle. C'était il y a 3 semaines. Nous étions chez Klaus et Ingrid lorsque, en passant devant la fenêtre du salon, j'ai aperçu Margot assise avec le groupe, un verre de vin à la main, riant aux éclats. Perplexe et intrigué, je suis entré dans la maison, restant hors de vue. La litanie habituelle de plaintes concernant les habitudes et les désirs peu reluisants de leur mari s'étant suivie, chaque femme s'efforçant de surpasser les autres dans ses doléances. Puis, j'ai clairement entendu Margot participer. « Oh mon Dieu !» s'est-elle exclamée, « je connais tout ça. » Elle a alors imité les bruits que Johnny faisait en se brossant les dents. Je l'ai entendu imiter le haut-le-cœur, l'éternuement, fredonner le thème de La Reine des Neiges à la manière de Mike Myers, et se gargariser, le tout simultanément. Mon visage est devenu rouge écarlate. Je crois que c'est le même bruit que Vern a fait quand nous faisions l'amour hier soir, a plaisanté Freddy. Le dernier vrai romantique. Pas possible, a rétorqué Margot en riant. Mon mari est bien plus romantique quand Johnny est sur le point. On dirait qu'un vétérinaire vient de fourrer sa main dans une vache sans prévenir, a-t-elle déclaré, explosant de rire. Pas de mots doux ni de dîner avant. Juste boum, a reniflé Annie. Même pas une fleur en vue. Margot a conclu son anecdote, déclenchant un éclat de rire joyeux. Je me suis retourné et je suis parti. J'ai refusé d'écouter ces inepties plus longtemps. Si quelqu'un a une connaissance précise des sons que je fais quand je suis excité, c'est bien moi. Il n'y avait pas l'ombre d'une vérité dans ces affirmations. Je ne crie pas et je ne me livre à aucun des comportements absurdes que ces femmes imaginaient. Au lieu de cela, j'émets une série de longs soupirs discrets, comme si j'éprouvais une douleur anticipée, comme lorsqu'un médecin examine attentivement un genou luxé, provoquant une gêne même en prévision. Je me suis abstenu de déclencher un conflit devant nos connaissances, gardant mon calme, bien que loin de l'indifférence, pour le reste de la journée. Nous sommes ensuite rentrés chez nous. Après une journée remplie de vin et de soleil, et après avoir couché Bethany, nous nous sommes simplement allongés et avons immédiatement succombé au sommeil. Cependant, le son qu'elle avait fabriqué résonnait sans cesse dans mon esprit, menaçant de devenir un problème important s'il n'était pas résolu. Le lendemain, un lundi, j'ai contacté Henning Moritz des ressources humaines et je l'ai invité à déjeuner, à mes frais. Henning, originaire d'Allemagne, validait malheureusement l'image stéréotypée d'un Allemand dépourvu de sens de l'humour. Néanmoins, il possédait une intelligence vive et, plus important encore, avait fait des études de psychologie à l'université avant de se tourner vers la gestion des ressources humaines. « Ah, je perçois que vous abordez le sujet », a-t-il déclaré, adoptant un fort accent allemand à propos d'une blessure émotionnelle, parce que vous savez que nous sommes des gens si émotifs. Après avoir élucidé l'incident, je me suis contenté de le fixer d'un air absent. Joe, c'était une blague, a-t-il clarifié de sa voix normale après un moment de silence. Désolé, ai-je répondu. Je suis habitué à cela. Alors, quel conseil cherchez-vous précisément? Je veux comprendre pourquoi les femmes adoptent un tel comportement. Pourquoi ma femme inventerait-elle une histoire pareille sur moi? Il s'est mordu pensivement la lèvre, parcourant le menu pendant un moment. Vous savez que je suis adepte de la philosophie de l'économie sexuelle, n'est-ce pas? J'ai acquiescé affirmativement. Il avait exposé cette théorie un soir lors d'une conférence de travail ennuyeuse. Par conséquent, à mon avis, elle s'aligne sur ce groupe pour dénigrer les maris pour l'une de ces 3 raisons. Quelle raison spécifique, je ne peux pas l'établir sans converser avec elle. Et je présume que vous ne désirez pas que je le fasse. J'ai secoué la tête par la négative. Je ne voulais absolument pas qu'elle divulgue des informations à ce cercle de sorcières. J'aurais dégringolé au plus bas du classement des maris si elle l'avait divulgué, peut-être même jusqu'à une exclusion définitive. La première explication, et la plus évidente, commença-t-il, est qu'elle se sent déconnectée du groupe de femmes de votre cercle social.
Elle perçoit la nécessité de rétablir ce lien et est prête à sacrifier votre réputation pour y parvenir. J'acquiesçai. J'avais déjà envisagé cette possibilité, mais compte tenu de nos années de fréquentation de ce groupe, j'avais du mal à comprendre l'émergence soudaine d'un tel besoin. Deuxièmement, continua-t-il, vous l'avez peut-être involontairement offensé par une action ou une omission, et cela sert de moyen de représailles passif-agressif. J'acquiesçai une fois de plus. Aucun homme ne comprend jamais vraiment la source de la colère d'une femme avant qu'elle ne révèle finalement, parfois des années plus tard, la vérité concernant un crime odieux qu'il aurait soi-disant commis. Je résolus d'y réfléchir plus avant, scrutant ma mémoire à la recherche d'anniversaires, de remarques désinvoltes que j'aurais pu prononcer, ou, pire que tout, d'une occasion suprêmement importante, comme un déjeuner qu'elle avait vaguement laissé entendre qu'elle désirait, et auquel j'avais négligé d'assister. Troisièmement, si cela ne découle pas de quelque chose que vous avez fait, elle pourrait essayer de diminuer votre prestige au sein du groupe pour s'élever elle-même et recueillir de la sympathie et du soutien pour quelque chose qu'elle a soit fait, soit qu'elle envisage de faire. Elle a l'intention de monter les gens contre moi. Il haussa les épaules d'un air désinvolte. Ce n'est pas le premier exemple d'une telle occurrence. Cela se produit constamment au sein des familles, en particulier entre frères et sœurs. Vous savez pertinemment que cela constitue également un élément de la théorie de l'économie sexuelle, se promouvoir aux dépens d'autrui afin d'obtenir des ressources ou un avantage génétique, selon le sexe de l'acteur principal dans la situation. En effet, il continua à discourir longuement pendant que nous déjeunions, et je me souvins vivement de la raison pour laquelle je déjeunais rarement avec lui, cependant, il me fournit amplement de matière à réflexion. « Qui organise la fête ce week-end » demandai-je à ma femme, essayant d'avoir l'air nonchalant. Je ne pouvais supporter la perspective d'une querelle si elle discernait mes pensées cachées. J'avais de l'affection pour elle et je souhaitais éviter d'endurer un mois ou plus de ressentiment silencieux si elle percevait une fausse accusation. « Annie et Greg » répondit-elle. « Ça va être sympa. On dirait que tu aimes bien passer du temps avec les filles. »« Oui » acquiesça-t-elle. « Elles tiennent une excellente compagnie. Vous semblez plus proches que jamais. »« Oui. Je ne sais pas pourquoi il m'a fallu si longtemps pour me détendre en leur présence. » Je ruminais cette notion. Peut-être parce qu'elles semblaient être d'affreuses créatures humaines, dépourvues de loyauté, de respect ou de décence. Comment quiconque pourrait-il se détendre en leur compagnie? Après que j'eusse pris conscience de la véritable nature de ces sorcières, je commençai à écouter leurs conversations de groupe, et chaque fois que l'une d'elles était absente, les autres la déchiquetaient comme un poisson blessé et saignant au milieu d'un banc de piranhas. Henning avait également élucidé ce phénomène. En dépit de démentis véhéments, il a été démontré que les femmes se livrent véritablement au commérage beaucoup plus que les hommes, et puisqu'elles évitent généralement la violence, les commérages constituent l'une des principales armes de leur arsenal. Les hommes sont, par nature, des chasseurs, tandis que les femmes sont des cueilleuses. Les noix, les graines et les baies sont acceptables, mais elles ne sont pas aussi abondantes en nutriments que la viande. Par conséquent, les femmes sont biologiquement programmées pour désirer les ressources que les hommes ont traditionnellement été plus aptes à acquérir. En retour, elles peuvent offrir le sexe et l'exclusivité, ce qui n'a généralement aucune valeur lorsqu'il est offert par les hommes. Cependant, une femme doit se faire de la publicité auprès des hommes, d'où le maquillage, les vêtements, etc., afin de concurrencer d'autres femmes attirantes. Une autre voie de compétition réside dans les commérages, qui se résume essentiellement à diffuser des informations défavorables sur une autre femme, sa valeur, ses capacités sexuelles ou son exclusivité, tout en élevant simultanément ces mêmes valeurs en elle-même. Par conséquent, une femme impliquant qu'une autre femme est une adultère constitue une forme d'arme génétique, bien sûr. Alors pourquoi ne s'accuse-t-elle pas simplement ouvertement de cela, demandai-je. Premièrement, parce que cela dévaloriserait la calomnie. C'est une arme puissante et elle doit être maniée avec parcimonie. Et deuxièmement, parce qu'une connaissance de première main la placerait à proximité de l'adultère afin d'obtenir ces informations, ce qui diminuerait la valeur de sa propre promesse d'exclusivité, et même une légère réduction de celle-ci peut infliger des dommages génétiques importants à ses perspectives. Donc, les commérages sont une forme de guerre génétique. Mon Dieu, c'est n'importe quoi. C'est ainsi que nos cerveaux de singes sont programmés, répondit-il avec un sourire. Mais si elles savent que tout le monde se qualifie mutuellement d'adultère, même si ce n'est qu'entre elles, pourquoi ne pas le dire ouvertement? Des études ont montré que la majorité des femmes sont fermement convaincues que leurs amis les protégeront de ce genre de conversation. Presque toutes les femmes interrogées ont affirmé qu'elles défendraient leurs amis et croyaient sans équivoque n'avoir jamais colporté de tels potins. Et pourtant,
Si cela était exact, il n'y aurait tout simplement pas de potin. Par conséquent, je n'accepterai pas ce démenti au pied de la lettre. Il marqua une pause pour réfléchir. D'un point de vue économique, cela pourrait être lié au maintien d'un prix élevé pour l'exclusivité. Si une femme couche avec n'importe qui, cela augmente l'offre de sexe sur le marché, ce qui, comme pour toute autre denrée, réduit le prix de cette denrée. Si elle se livrait toute à ce comportement, la valeur du sexe pour un homme approcherait de zéro. Il ne serait pas obligé de dépenser des ressources considérables pour coucher avec quelqu'un. Cependant, si la valeur des capacités sexuelles de cet adultère diminue et que sa promesse d'exclusivité est remise en question, cela préserve le prix pour les femmes considérées comme vertueuses et toujours performantes au lit. Pour un seul homme. Il prit une gorgée de son vin. Bon vin. J'ai murmuré une réponse inaudible, regrettant d'avoir sollicité ses lumières sur la question. Être défini uniquement comme un fournisseur de ressources pour une femme en échange de sexe et d'une promesse de fidélité était décourageant. C'est la conjonction de ces deux pensées qui en a engendré une autre. Margot avait explicitement promis de m'être fidèle lors de notre mariage et avait implicitement promis d'avoir des relations sexuelles avec moi simultanément. Ne recevais-je donc plus ni l'un ni l'autre? Je n'avais certainement pas d'activité sexuelle aussi fréquente que ce à quoi on m'avait laissé croire. Peut-être une fois par semaine. C'était plus d'une fois par mois, mais moins souvent que je ne voulais bien m'en souvenir. Et si cette voix subtile et grandissante dans ma tête disait vrai, alors je ne recevais aucune exclusivité non plus. En fait, il semblait plus probable que quelqu'un d'autre en recevait la totalité. Ainsi, j'ai commencé à observer. Je n'avais aucune intention de sombrer dans la folie. Je n'étais pas certain de la justesse de mes soupçons. Soulever la question risquait de susciter de la colère plutôt que de l'apaiser. Je chérissais ma femme, mais j'étais conscient de ses tendances autodestructrices occasionnelles. Ainsi, pendant près de 5 semaines, je l'ai observée. Je n'ai rien décelé de significatif, si ce n'est les remarques de plus en plus acerbes qu'elle adressait à ses collègues féminines chaque week-end. Puis vint la cérémonie de remise des prix. J'ai examiné ses pairs, me demandant s'il existait une dynamique sexuelle cachée au sein de l'entreprise. Logiquement, cela semblait être l'endroit le plus plausible pour enquêter. Elle partait travailler à 8 heures du matin et rentrait chez elle à 6 heures du soir. Elle ne voyageait pas et n'avait pas de soirée avec ses amis, à l'exception de son anniversaire, où elle et plusieurs de ses compagnes avaient assisté à un spectacle et dîné dans un restaurant haut de gamme. Elles avaient passé la nuit dans des logements partagés, après avoir examiné son profil Facebook et analysé les horodatages de toutes les photos stockées sur son téléphone portable. Il semblait que pour qu'une liaison extra-conjugale se produise, l'amant aurait dû faire irruption, avoir des relations sexuelles avec elle, se nettoyer et repartir en 10 minutes. Par conséquent, bien que ce ne soit pas totalement impossible, c'était hautement improbable. En conséquence, où étaient les hommes qui auraient pu entrer dans sa sphère? Et la sienne? Sur son lieu de travail, naturellement. Ou ailleurs? Pour une raison inexplicable, peut-être parce que j'étais déjà prédisposé à soupçonner une personne fourbe, ou peut-être à cause des moustaches ridicules à la Zapata qu'il arborait, un demi-siècle hors de mode. Je me suis immédiatement fixé sur lui, l'observant rire et plaisanter avec les autres avant de se diriger vers notre table. En s'approchant, il salua plusieurs personnes avant de reconnaître Margot. Leurs regards convergèrent et ils échangèrent un sourire subtil. Par la suite, il me sourit, un coin de sa bouche se tordant subtilement en un rictus. En me regardant, sa main droite se déplaça vers son épaule gauche, claquant 2 fois des doigts contre quelque chose. 2 claquements distincts. C'était tout. Pourtant, cela traduisait tout ce que je devais comprendre. Il insinuait que j'étais insignifiant dans son existence, quelque chose qu'il pouvait écarter avec dédain. Par conséquent, je me suis levé, me suis penché en avant et l'ai frappé avec toute la force que je pouvais rassembler sur le côté gauche de son visage. Je ne suis pas un combattant, ni ne possède une force surhumaine, néanmoins, c'était un coup puissant. Il s'est effondré lourdement, provoquant une hystérie générale. Les gens étaient agités parce qu'un événement calamiteux s'était produit dans leur voisinage, mais cela ne les avait pas affectés directement. Cela leur a permis de savourer le spectacle sans remords, les incitant à s'agiter bruyamment, générant une agitation excessive. Margot avait espéré que son infidélité resterait secrète, mais elle venait d'être révélée à l'endroit et au moment les plus malheureux. Les hautes sphères de son entreprise étaient principalement composées de femmes qui adhéraient aux tendances contemporaines, mais malgré leurs revenus substantiels, elles ne pouvaient offrir que du sexe et de l'exclusivité aux hommes de leur vie, quand elles en avaient. Ainsi,
la révélation publique d'une adultère instilla la peur en chacune d'elles, de peur que leur propre partenaire ne commence à réévaluer leur relation et ce qu'elles avaient à offrir. Ces récits que tu as commencé à partager avec tes confidentes, tu sais, ceux où tu pouvais inventer des histoires sur mes défauts et sur la misère de ton existence alors que j'étais encore présent. Voilà ce qu'elles m'ont transmis. Le manque de respect absolu que tu as réussi à concevoir était vraiment stupéfiant. L'inventivité pure de ces mensonges me porte à croire que tu devais être toi-même l'auteur de ces fantasmes. Était-ce pour gagner le soutien de tes amis en prévision de ton départ? Elle secoua la tête, puis acquiesça à contre-cœur. Oui, murmura-t-elle. Alors tu avais l'intention de me quitter, déclarai-je. Ma vie était devenue un cloaque, et c'était la seule chose qui restait à avaler dans cette cuisine. Je n'étais pas sûre, dit-elle, pleurant toujours, mais elle soutint mon regard sans broncher. J'avais peur. Je fronçai les sourcils. Peur de moi? Sérieusement? Tu croyais que j'allais te faire du mal? Elle secoua vigoureusement la tête. Je sentis une larme descendre sur le dos de ma main et dus résister à l'envie de l'essuyer à tout prix. Cette goutte froide ressemblait à une trahison glacée. Non, je n'ai jamais pensé que tu me ferais du mal. J'avais peur d'être seul. Alors tu as commis l'acte même qui allait s'assurer que tu le sois. C'est illogique. Sans compter que tu avais Monsieur Moustache des années 70 pour te tenir compagnie. Tu te préparais à passer de moi à lui en tout confort. Elle tamponna ses yeux avec une serviette. Non, ce n'était pas comme ça. Après la première fois, j'ai réalisé qu'il n'était pas bien. Il m'a fallu beaucoup de temps pour même le faire la première fois. Et ensuite, eh bien, c'était fait. J'étais devenue une adultère, le genre de femme que j'avais toujours méprisé. Alors quelle différence cela faisait-il encore si je continuais à le faire, même avec quelqu'un que je n'aimais pas particulièrement? Je voulais juste partir, me sortir de ce mariage. J'en avais tellement marre de devoir penser à 3 personnes à chaque fois que je voulais faire quelque chose. Je ne pouvais plus rien faire spontanément. Tu as réussi à mettre fin à notre mariage de façon tout à fait spontanée, dis-je prudemment, conservant un visage impassible. Qui était cette femme froide, et qu'avait-elle fait de la fille douce et aimante que j'avais épousée? Hurrah pour moi, dit-elle tristement. Bien sûr, tu aurais pu simplement dire, Johnny, tu es un mari minable, et je ne veux plus être marié à toi. J'ai consulté un avocat, et dans 6 mois, je serai libre de coucher avec Monsieur Moustache quand je le souhaite. Tu aurais pu faire ça. Tu n'étais pas obligé de me trahir. Je t'ai dit que j'avais peur. Je voulais partir, mais j'avais peur d'être seul. Bravo, Margot. Tu ne veux pas de moi, et tu ne veux pas de lui non plus. Alors maintenant, tu t'es essentiellement inscrite à une thérapie. Maintenant, tu peux affronter tes peurs en les vivant. Ça va coûter cher, mais je suppose que ça en vaut la peine. Tu gagnes plus que moi, et tu sais que je m'occuperai de Bethany bien mieux que tu ne le pourrais jamais. Ainsi, ta pension alimentaire et tes paiements pour l'enfant ne seront pas bon marché, mais au moins, tu obtiendras ce que tu voulais. Elle serra les lèvres et acquiesça. Et ainsi, notre mariage se termina sur cette note. Tandis que les petites voix dans ma tête réclamaient à corps et à cri des informations supplémentaires. Des détails supplémentaires, plus de détails sur qui, pourquoi, comment, quand, combien de fois, dans quelle position, et s'il était significativement plus grand que moi. Finalement, les voix ont simplement déclaré à l'unisson, l'adultère a trompé. À tout le moins, il devrait y avoir d'autres représailles. Une idée m'est venue. Ce n'était pas une idée magnifique, mais c'était tout ce que je pouvais concevoir pour le moment. Je n'avais jamais envisagé de représailles auparavant. Peut-être que, au plus profond des recoins obscurs où la lumière du soleil ne pénètre jamais, je n'avais jamais vraiment cru que j'aurais raison à son sujet. L'infidélité, comme la mort elle-même, ne pouvait tout simplement pas m'arriver. J'étais le protagoniste de mon propre récit. Je vais exiger une chose. Tu vas aller voir nos amis et leur dire que tout ce que tu as dit sur moi était ridicule et que tu l'as inventé pour te faire passer pour une sorte de martyr en prévision de ton départ. Très bien. Je peux faire ça. Elle soupira. Tu as inventé des histoires sur moi, et l'ampleur du manque de respect était suffisante pour provoquer des larmes. Oui, c'était le cas. Je suis tellement désolé pour ça. Je me sentais pris au piège d'une situation que j'avais moi-même créée et ne parvenais pas à discerner une issue claire. Tu as tout entendu. J'acquiesçai d'un air sombre. Je ne veux plus jamais entendre quoi que ce soit de ce genre, c'est certain.
J'en ai fini avec ces sorcières. Elle posa brièvement sa main sur la mienne. Je suis désolé pour tout ça. Tu ne méritais pas ça, et j'ai tout inventé. Tu étais un bon mari. Un excellent mari. Simplement pas le bon pour moi. Je soupirai. Tout se déroulait si rapidement que je n'avais plus aucun contrôle. J'étais dans une voiture lancée à toute allure avec des freins défectueux, et le volant s'était détaché entre mes mains. Je n'avais aucune expérience pour gérer une telle situation. Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à une réception en tant qu'homme marié et qu'on la quitte en devenant subitement un père célibataire avec une petite fille à élever seul. Il n'existe pas beaucoup de manuels d'instruction à ce sujet. Tu te rends compte que ces sorcières vont te salir partout pendant des années. Je sais. Je suppose que je le mérite. Tu avais raison. J'aurais dû divorcer avant. As-tu pensé à où tu vas loger? Demandai-je. Je comptais trouver quelque chose bientôt, dit-elle, désemparée, les mains esquissant un geste faible vers le brouhaha qui émanait toujours de l'intérieur. Je me doutais qu'elle allait devoir répondre à des questions particulièrement délicates de la part de la direction. Je me demandais si elle conserverait son emploi. Je suppose que cela dépendait du poste occupé par Monsieur Schneemort à la moustache. Mon Dieu, Margot, comment as-tu laissé tout cela arriver? Qu'est-il arrivé à la femme que j'ai épousée? Elle était intelligente, elle savait précisément ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. Et elle était belle et gentille, désespérément dévouée et amoureuse de moi. Qu'est-il arrivé à cette femme? Où est-elle passée? Elle y réfléchit un instant. Je crois qu'elle est devenue manager et qu'elle a embrassé son sentiment d'importance pour remplacer les choses qu'elle aimait, puis les jeter. Margot, je t'aime. Je t'ai aimé, mais je ne souhaite tout simplement plus être en ta compagnie. Je vais attendre dehors et voir si la police arrive. S'il m'arrête, s'il te plaît, paie ma caution demain matin. Tu me dois bien ça. D'accord, Margot. Elle a effectivement payé ma caution. Et c'était la dernière fois que j'ai vu ma femme. Quand je l'ai revue, le divorce était prononcé. Elle n'était plus ma femme. C'était le problème de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'avais une femme. J'avais une femme que j'aimais de tout mon cœur. Une femme à qui je m'étais engagé et avec qui je voulais vieillir. Elle a découvert qu'elle ne m'aimait plus et m'a trahi. Pour ne pas avoir à me faire face jusqu'à la toute fin. C'est ainsi que je le percevais. Elle était à la fois courageuse et lâche. Forte et faible en même temps. C'est elle qui a commis la transgression, et c'est moi qui en ai subi les conséquences. J'ai affronté la solitude et le chagrin d'amour, puis j'ai progressivement commencé à me remettre et, plus qu'hésitant, j'ai entamé la recherche de quelqu'un qui puisse la remplacer sans faire confiance à aucune femme d'emblée. Cela n'allait pas être facile, surtout avec une petite magicienne exigeante de 3 ans aux cheveux dorés à élever. Néanmoins, ma lignée était prometteuse pour l'avenir. De plus, je restais jeune, dynamique et loin d'être décrépit. Les actions de Margot m'avaient profondément blessé. Cependant, je restais entier et refusais de concéder la défaite. Cela m'a amené à réfléchir à Henning et à sa théorie de l'économie sexuelle. Je me demandais si sa notoriété de femme adultère trompeuse allait excessivement diminuer sa valeur perçue. Après tout homme envisageant une relation avec elle remettrait sans aucun doute en question ses promesses d'intimité satisfaisante et de fidélité. Le facteur crucial était de s'assurer qu'il soit au courant de ses transgressions. Et il le serait. Je m'en assurais. Discrètement et anonymement, à chaque fois. Jusqu'à ce que sa valeur atteigne un niveau acceptable. Man skal ikke bruge æbler til noget, vel? Kan ham der Dave shut the fuck up? Nej, helst ikke. Skal jeg se, om den er god, eller? Men jeg kan give ham æbler. Jeg har fikset problemer nu. Hvad er så skumfidus? Chris, har du været henne op? Ja, skumfi, det gør du bare. Gør du bare, skumf. Ja, over ved... Derovre. Jeg har du plantet dem? Nej, jeg har bare smidt dem. Okay, du har bare smidt dem, og skal jeg gøre det eller hvad? Ja, du er min bitch. B&B gutter misses. Wow. John Hall Bottle. Kurs, næste gang, så tager jeg ikke en hest tilbage med til dig, faktisk. Nå, okay. Og det var overhovedet ikke nok også. Virkelig dårligt arbejde, det her.
Det var dem, der var. Russet. Hold da kæft. Det kæft. Hold da kæft. Altså, er det Sepp, der er ved at grave Hvorfor har vi så helt mange ned? senge nu? Hvem er alle de senge til? Det tager os alle sammen. Det bliver fandt ind i en forfarve. Hvem er vores naboer? Det er sgu da flot. Men det var fordi, vi var nødt til at få en mere, fordi vi fik den lyserød. Ja. Den er ligesom guld værd. Var det ikke, fordi vi skulle have en seng til Jeanette? Ja, det kan godt være. Måske. Prøv at se det her. Ser det ikke flot ud? 2 sekunder. Kan man lave et andet med de her banner? Hvad fanden er det der? Og så nu har jeg hængt den her til, når man kommer ind. Stilet, mand. Kan man skrive på dem? Nej, Ja, det ligner lort. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Nå, nu vil jeg lige prøve at hoppe herned og se, om der sker noget. Der er sådan et crafting table til banner, som gør, man kan lave farver på dem. Fuck, hvor nice. Det skal du sgu da være i gang med, KS, det der. Kæft, det larmer. Hej Sepp. Hvor er Nå, vi det på vej bliver hen? Snart. Hvor er vi på vej hen? Nej, hvad laver Sepp nu? Jeg elsker det her. Er I nede i minen? Jeg tror, vi er nether lige om lidt. I minen? Ja. Du kan sgu ikke komme til nether fra minen af. Bro, prøv at komme og se, hvor langt vi er gravet ned her. Eller Sepp har gravet ned. Ej, I stopper med at lave... Ej, men nu er der jo... Ej, det er jo nederen nok. Det er nederen, når der ikke er trapper her. Ja, det fikser vi på vej op. Kan du ikke droppe mig alle de sten? Alle mine sten. Hvordan har I ikke fået nogen caves eller overhovedet? Nej. Fuck, hvor tager det lang tid at komme herned. Det tager længere Du tid at dropper komme alle op. de sten. Ja. Jeg har ikke ret mange. Ikke ret mange, du vil komme herned på en måde. Men det er jo Sepp, der er gravet. Sepp, drop lige alle de sten. Der skulle da iron lige der. Ja, kan du ikke lige fikse det? Nej. Jeg tænker, vi skal have lidt højere til loftet hernede. Ja, det skal vi. Fordi det er det godt nok irriterende. Tak, Sepp. Jeg har simpelthen ikke bære alt det her. Du kan lige få lidt tilbage. Her er jeg heller ikke mere at bruge for. Er der nogen, der ved, om man kan bruge det der tof til at lave stentrapper af? Tror jeg ikke. Jo. Fuck, jeg har så mange ting. Martin kun 2 hunde nu. Det var ikke meget. Du er med at dræbe dem jo. Jeg laver trapper, og så hakker du. Ja. Okay. Vi er der. Altså, har I fundet nogle diamonds?